D'accord, donc retour un petit peu en arrière. Donc si vous vous rappelez, la séance dernière, finalement on avait parlé des milieux aimantés et on a considéré au niveau des milieux aimantés des aimants permanents, c'est-à-dire qui possèdent une aimantation grand M permanente, c'est-à-dire qui existe même lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique extérieur appliqué. Ce que l'on a dit, c'est qu'un tel système, un aimant, c'est équivalent en fait à un solénoïde parcouru par un certain nombre de courants. Alors, solénoïde, ça veut dire que ce milieu aimanté, on pourrait le remplacer par un solénoïde qui a des courants appropriés, courants de surface et éventuellement courants de volume, et qui vont produire la même induction magnétique à l'intérieur de l'aimant et à l'extérieur de l'aimant que si ça avait été un solénoïde. Donc en fait, ces deux systèmes sont complètement équivalents. Et on a dit que si l'aimantation était uniforme, le courant qu'il fallait faire circuler dans le solénoïde équivalent, c'était un courant de surface, JS, qui était donné donc par M, l'aimantation uniforme, c'est-à-dire le moment magnétique par unité de volume, comme indiqué ici, vectoriel, petit n, et petit n, c'est le vecteur normal sortant de l'aimant, comme le représente la figure qui est là. D'accord? Donc ça, on avait vu. On avait dit également que, en fait, si l'aimantation n'est pas uniforme, le moment magnétique par unité de volume, c'est toujours donné par grand M. Simplement, le dm qui est là, pour un petit élément de volume dv, eh bien, il va dépendre du point considéré. Et dans ce cas-là, le solénoïde équivalent, non seulement doit être parcouru par les courants de surface montrés au transparent précédent, mais également représenté par une densité volumique de courants, et ces courants sont donnés par rotationnel de M. Donc le résumé de cela, qu'on avait vu la dernière fois, c'est que si on veut représenter un aimant par un solénoïde qui produira à l'intérieur la même induction B et à l'extérieur la même induction B que l'aimant, eh bien, ça veut dire que ce solénoïde doit être parcouru par des courants de surface, JS, et par des courants de volume si l'aimantation grand M n'est pas uniforme. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une distribution de courants ampériens. À noter que ces courants ne sont pas des courants réels, c'est-à-dire si vous branchez votre aimant au pôle d'une batterie, eh bien, vous ne verrez pas circuler ni JS ni JV. Simplement, ce sont les équivalents, les courants équivalents qui vont permettre de reproduire la carte de l'induction aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aimant en termes d'un solénoïde qui serait parcouru en surface par des courants ampériens JS et en volume par des courants ampériens JV. Alors, le dernier transparent que j'avais montré la séance dernière, d'accord, donc c'était, j'avais dit, eh bien, du coup, si on écrit l'équation de Maxwell-Ampère pour le solénoïde équivalent, eh bien, cette équation de Maxwell-Ampère, qui est rotationnelle de B égale mu0 J0, c'est-à-dire la densité volumique de courant réel, de courant de conduction, normalement, eh bien, il faut lui rajouter un terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire, JV, eh bien, c'est le terme ampérien, donc rotationnel de M, ce qui veut dire que si on introduit la quantité B moins mu0M et qu'on en prend le rotationnel, compte tenu du fait que JV égale rotationnel de M, on voit que cette quantité B moins mu0M, qu'on va appeler mu0H, H étant le champ magnétique,
eh bien, on constate qu'il va obéir, ce H, ce champ magnétique, il va obéir à l'équation rotationnelle de H égale J0. Donc, ce H, comme on l'avait dit en conclusion de la séance dernière, eh bien, il ne voit que les courants de conduction. Il n'est sensible qu'aux courants de conduction. Donc maintenant, eh bien, on peut représenter finalement l'effet d'un aimant permanent par deux quantités, l'induction magnétique B et le champ magnétique H. Et ces deux quantités, compte tenu du fait qu'on introduit les courants ampériens JV et JS, vont être représentables par un solénoïde qui serait parcouru par un courant de surface JS, un courant volumique JV, et pour obtenir le champ magnétique grand H, on applique localement le théorème d'Ampère, ou bien on l'applique sous la forme intégrée, et donc on aura le flux de H au travers d'une surface fermée qui va être le courant réel, algébrique, circulant dans le système. Et sinon, il y a donc l'induction magnétique qui, elle, dépend à la fois de JV et de JS. Alors, dans l'esprit de continuité par rapport à ce qu'on avait fait pour les milieux diélectriques, eh bien, on introduit en fait les conditions de passage lorsqu'on passe d'un milieu 1, qui est le milieu aimanté, à un milieu 2, qui pourra être le vide, et qu'on définit la normale sortante au milieu aimanté, N12, d'accord, donc définie comme représentée là sur la figure. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, pardon. Il y a des gens qui sont bloqués en dehors de la discussion. Ça leur met que vous allez... Alors, veuillez patienter. L'hôte de la réunion vous laissera bientôt rentrer. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire? Je les ai autorisés tous. Effectivement, parce qu'ils sont arrivés un petit peu en retard. Donc, très bien. Donc, là, je vois, ils sont tous... Enfin, je les ai tous admis. Voilà. Donc, je vois, ça commence à défiler. Donc, manifestement... les participants, donc il y a 53 maintenant participants qui sont admis. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie et merci d'être intervenu pour me le signaler. Voilà. Ah, c'est bon, ça marche, putain. Bon, on continue. D'accord? Donc, conditions de passage. Donc, comme j'ai dit, le milieu aimanté, il est équivalent à un solénoïde qui va avoir la même forme que l'aimant. Et on va définir N12, le vecteur sortant du solénoïde, allant vers le vide, vers l'extérieur. Et les conditions de passage que l'on a eh bien, sont les suivantes. C'est les équations de Maxwell qui nous les donnent. Divergence de B égale à 0. Donc la divergence de l'induction magnétique, elle, est toujours égale à 0, ce qui est synonyme de dire que le flux de B au travers d'une surface fermée est égal à 0, que le flux de B se conserve au travers de toute surface, ce qui veut dire que la composante normale de B à la frontière entre 1 et 2 se conserve. Bn2 égale Bn1. Ah, il y a 3 personnes qui attendent. Zut. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, ça y est, je les ai admises. On va minimiser. Voilà, ici. Très bien. Donc, ça, c'est pour ça. Et l'autre équation de Maxwell-Ampère que l'on a, eh bien, comme on l'a vu au transparent précédent, c'est rotationnel de H égale J0. Donc, si il n'y a pas de courant surfacique de conduction réel circulant à la surface du solénoïde 1,2, c'est-à-dire du milieu aimanté, en fait, 1,2, eh bien, dans ce cas-là, les composantes tangentielles de H se conservent à la frontière. Il y en a deux, effectivement, puisque N12 définit la normale à la surface de séparation de 1 et 2, et évidemment, ce qui veut dire que perpendiculairement à N12, on est tangentiel à la frontière, et tangentiel, ça veut dire un plan, et donc plan, ça veut dire qu'il y a deux composantes possibles. Donc, que l'on résume en disant donc ici que
HT2 est égal à HT1, mais s'il y a un courant surfacique réel de conduction à la frontière entre 1 et 2, eh bien, dans ce cas-là, la condition de passage caractérisée de façon locale par rotationnel de H égale J0 se traduit par HT2 moins HT1 égale JS0, JSO, donc les courants surfaciques de conduction réels vectoriels N12 à la frontière. Mais vous voyez que l'indice 0, il est crucial. Il veut dire que s'il n'y a pas de courant surfacique réel, je ne parle pas des ampériens, mais des réels, dans ce cas-là, les composantes tangentielles de H se conservent. Alors, à noter que quand on pense à, disons, un milieu aimanté, généralement, c'est un milieu isolant. Donc, ça veut dire que dans 99% des cas, ce JS0, il va être 0. Et c'est rare qu'on puisse faire circuler des courants de conduction à la frontière entre un milieu aimanté et le vide, pour cette raison. Mais, bon, on couvre toutes les bases. Alors, quelques petits exemples d'application. Et alors là, pour les deux exemples que je vais considérer, le cylindre aimanté d'une part et la sphère aimantée d'autre part, ces exercices sont traités à la fois à la fin du TD4 et au début du TD5. D'accord? Donc, je ne vais pas les détailler, je vais les mentionner, mais le détail des calculs, il sera fait, sauf pour le groupe double licence qui, lui, a pu faire, on a pu faire TD jeudi dernier, bon, avant la fermeture de l'université. Pardon, je reviens en arrière. Mais pour les autres, pas d'inquiétude. Vous allez voir ça en TD. Donc, comme il vous a été dit, vous avez en ligne les indications pour faire ces TD. C'est la fin du TD4, le début du TD5. Et la semaine d'après, vous aurez le corrigé complet de ces exercices. Mais, en tout état de cause, commençons par le cylindre. Donc, on a un milieu aimanté qui a la forme d'un cylindre de taille finie, H, et ce cylindre, le disque de base, il a un rayon R, et il a une aimantation par unité de volume uniforme, je le suppose, constante donc, qui est parallèle à Z. Petit n, le vecteur normal sortant au milieu aimanté et allant vers l'extérieur, et eh bien, il est radial en fait par rapport au cylindre. Ce petit n, il est suivant UR. Bon. Et donc, il n'y a pas de champ extérieur, c'est un aimant permanent, et comme nous l'avons dit dans les transparents précédents, ce système-là, je peux le remplacer par un solénoïde équivalent sur lequel va circuler des courants JS et éventuellement volumiques JV. Mais on a dit que les courants volumiques JV, c'est le rotationnel de M. Or, M est uniforme, donc ça veut dire que, en fait, rotationnel de M est égal à 0, donc il n'y a pas de courant volumique, c'est-à-dire que le solénoïde équivalent, c'est vraiment un solénoïde au sens traditionnel du terme. Les courants surfaciques, JS, sont donnés par M vectoriel N, M est suivant UZ, N est suivant UR, et donc ça veut dire que les courants surfaciques ampériens qu'il faut placer sur le solénoïde pour avoir le même champ à l'intérieur qu'à l'extérieur, que le vrai milieu aimanté, eh bien donc c'est donné par JS Uθ, le troisième vecteur, et le module, la norme, c'est grand M. Le courant total, donc les lignes de JS, je les ai représentées ici. JS, donc vous voyez que ici, à cet endroit-là, si on imagine que on est dans le plan du transparent, JS pointe vers vous. Et puis, ça circule sur la surface du cylindre, et ensuite, ça repart, disons, dans l'autre direction, comme ceci. Ça, ce sont les lignes de JS. Pour obtenir I,
Eh bien, rappelez-vous ce qu'on avait fait pour le solénoïde. Donc, revenons quelques transparents en arrière. Là, en fait, vous voyez, j'avais dit, le solénoïde, il est parcouru par un courant, il y a des spires ici, donc ça définit un JS. Et ce qu'on avait dit, c'est que le flux de ce JS au travers d'une petite portion DL, ici, c'est le DI. Donc là, c'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que là, ici, ce qu'on fait, c'est que voilà le DL, il est là, d'accord? Et donc le flux de ce JS au travers de ce DL donne le DI. Comme JS est égal à M et que M est uniforme, sur toute cette longueur qui est là, qui est la hauteur H du cylindre, eh bien le courant c'est JS fois H tout simplement. C'est-à-dire que le courant c'est M fois H. Très bien. Et donc là, alors du coup, on se reporte à ce que nous dit l'exercice correspondant dans le TD numéro 4 et le début du TD numéro 5. Et on en conclut que l'induction, d'accord, de ce solénoïde équivalent à l'aimant, eh bien, à l'intérieur, au point O, au centre, ici, elle est donnée par mu0m cosinus θ. Vous voyez le TD. Très bien. Et le cosinus θ lui-même, c'est tout simplement la hauteur divisée par cette longueur qui est racine carrée de R2 plus H2 sur 4. Donc le cosinus θ, c'est H sur 2 divisé par racine carrée de H2 sur 4 plus R2. Donc on a toute l'information. Si on regarde les lignes d'induction magnétique, on se reporte à cette figure. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette figure? Elle nous montre l'aimantation, qui est suivant Z. Elle nous montre les lignes de courant, les JS, surfaciques, et les lignes de champ, en fait, elles sont quasi uniformes et parallèles et constantes à l'intérieur du solénoïde équivalent, c'est-à-dire à l'intérieur de l'aimant. Elles valent à peu près mu0m cosinus θ, ça serait strictement égal si H était infini, mais ce n'est pas le cas. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit, à l'extérieur, en fait, ce solénoïde équivalent, il produit le champ d'un aimant, d'accord, le champ de notre fameux aimant équivalent à ce solénoïde. Et quel est le moment magnétique de ce fameux aimant? C'est l'aimantation par unité de volume fois le volume du cylindre, c'est-à-dire pi R2 fois H pour le volume. Et donc, le moment magnétique de ce cylindre aimanté, c'est pi R2H fois grand M. Et ce moment magnétique, eh bien, il produit à l'extérieur disons, du cylindre magnétique et du solénoïde équivalent à ce cylindre magnétique, l'induction B, qui est représentée ici et qui n'est rien d'autre que l'induction d'un dipôle magnétique que l'on avait vu dans les transparents précédents. Alors, on peut avoir une information supplémentaire, et cette information supplémentaire, c'est la suivante. C'est qu'on connaît B, d'accord, et donc on peut avoir H. Pourquoi? Parce qu'on sait que B est égal donc à mu0 facteur de grand M plus grand H. Donc ça veut dire que le champ magnétique H que l'on a à l'intérieur, le champ magnétique à l'intérieur, il est donné par B moins mu0m. Comme B à l'intérieur au point O est donné par mu0m cosinus θ, ça veut dire que H est donné par mu0 facteur de m cosinus θ moins 1 fois uz. Ce que on va y arriver, ce que je vous montre ici, là, comme ça. D'accord? Or,
il y a un M qui... oh là, je me suis... Il y a un M de trop. Le M, il est ici, en fait, pardon, il est à l'extérieur, c'est-à-dire que H est égal à mu0 grand M, facteur de cosinus θ moins 1 uz. Donc ça veut dire que, comme cosinus θ est plus petit que 1, ça veut dire que H est négatif à l'intérieur. Donc si on regarde la contrepartie pour le champ magnétique H à l'intérieur de l'aimant, donc à l'intérieur du solénoïde équivalent, on voit que les lignes sont orientées dans l'autre sens. Mais à l'extérieur, eh bien, grand M est égal à 0. Et donc, ça veut dire que B est égal à mu0H. Et à l'extérieur, les lignes de H sont exactement les mêmes que les lignes de B. D'accord. Oui, allez-y. Je vous écoute. Donc, il faut que vous activiez votre micro. Je vois que Yves Fayel a levé la main. Certes, mais dites-moi. Qu'est-ce que... Ouais, question? Là, il faut que vous parliez, parce que si vous ne parlez pas, c'est que vous activiez votre micro. Donc, OK, je vous laisse... je vous laisse... donc, je vous laisse faire, enfin, c'est-à-dire activer votre micro. Je continue et je reviendrai en arrière, parce que là, je ne peux pas... ah, je vois que... Juste quelques mots, la différence entre H et B. Ah oui, d'accord. Pas sûr d'avoir saisi. Donc, voilà, c'est ce que dit Yves. OK. Donc, comme j'ai dit, H, c'est le champ magnétique. D'accord. Ici, donc revenons-en un coup en arrière. Voilà. Donc, H, il s'introduit à partir des équations de Maxwell et il s'introduit comme la grandeur. Donc, B moins mu0m divisé par mu0. Ça, c'est H. J'ai dit que H, le champ magnétique, lui, il n'était sensible qu'au courant de conduction extérieure. C'est-à-dire que vous ne créez aucun H, normalement, si vous n'avez pas de courant extérieur qui va de courant réel de conduction qui vont créer des courants quelque part dans le système. L'induction B, elle, eh bien, elle peut exister même pour le milieu aimanté, même en l'absence de J0. C'est-à-dire que ce que vous avez, regardez, c'est que s'il n'y a pas de J0, vous avez rotationnel de B égale mu0 JV. Donc les courants ampériens de volume équivalents donc à votre aimant font que le B il va exister. Pour le J0, qui est là, s'il vaut 0, on a rotationnel de H égale à 0. Alors la question c'est, si j'ai rotationnel de H égale à 0, est-ce que ça veut dire que H est égal à 0? Et la réponse est non. Non. H peut être une constante, ce qui satisfait un rotationnel de H égale à 0, mais H peut être aussi le gradient d'une fonction, ce qui va donner un rotationnel égal à 0. Donc ça veut dire que, si je reviens à cet exemple, là, vous voyez que, disons, si le solénoïde, si le cylindre aimanté est suffisamment long, d'accord, eh bien, ça veut dire que B à l'intérieur de l'aimant, il est uniforme et il vaut mu0m cosinus θ partout, d'accord. Dans ce cas-là, H est lui aussi constant, puisque H, il est donné en fait par B moins mu0m divisé par mu0. Et donc, dans ces conditions, si c'est le cas, eh bien, vous voyez que ça satisfait rotationnel de H égale à 0, même s'il n'y a pas de J0. Et à l'extérieur, eh bien, le champ magnétique H va être égal à B parce que grand M est égal à 0 à l'extérieur.
du cylindre aimanté, donc à l'extérieur du solénoïde équivalent, ce qui veut dire, en d'autres termes, que ces lignes que vous voyez, qui sont les lignes du dipôle magnétique, obéissent à H et le gradient d'une certaine fonction. Et de même, B, qui est mu0 fois H, c'est mu0 fois le gradient de la même fonction. Donc voilà un peu pour détailler et en espérant avoir répondu à votre question. Mais comme j'ai dit, s'il y a un problème, après vous m'envoyez un email et on reprécise. Alors pour la sphère aimantée, c'est exactement le même système, c'est exactement le même principe. D'accord? Donc pour la sphère aimantée, là encore, je vous renvoie à de rien. Je vous vois, ça marche, merci, tant mieux. Donc pour le cylindre, pour la sphère aimantée, eh bien là encore, TD4 et début du TD5 traitent cet exercice, c'est-à-dire aussi bien pour déterminer l'induction magnétique B à l'intérieur de la sphère qu'à l'extérieur de la sphère, lorsque cette sphère elle a une aimantation grand M suivant l'axe Z qui est uniforme. Donc ça veut dire que quand on est à l'intérieur, eh bien on a une sphère, cette sphère aimantée, on peut la représenter par une sphère, disons parcourue par un courant surfacique JS égale M vectoriel N. Le N est radial, le M est suivant UZ, donc le produit vectoriel est suivant U phi, qui est perpendiculaire au plan du transparent allant, disons, pointant, disons, à l'opposé de vous. D'accord? Donc ça, c'est JS U phi. Et naturellement, du point de vue du module, eh bien, c'est M sinus θ, ce JS, très bien. Et alors, en fait, cette sphère qui est là, eh ben, c'est rien d'autre qu'un solénoïde, mais un solénoïde un peu particulier. Dans l'exemple précédent, d'accord, on avait un cylindre aimanté, donc la contrepartie, l'équivalent, du point de vue, disons, ampérien, bah, c'était vraiment un solénoïde de forme cylindrique. Ça, c'est un solénoïde un peu particulier parce que c'est le cas où le rayon de votre solénoïde, eh ben, il varie avec l'angle θ. Mais sinon, c'est exactement un solénoïde. Un peu particulier, mais c'est un solénoïde. Dans ce cas-là, on démontre, voire TD4 et début du TD5, que l'induction à l'intérieur de ce système, de ce solénoïde équivalent à la sphère aimantée, eh bien, c'est donné par 2/3 de mu0 fois grand M, et c'est constant à l'intérieur de la sphère. D'accord? La sphère, quand on regarde maintenant à l'extérieur, eh bien, ça veut dire qu'on voit de l'extérieur un milieu aimanté qui a un moment magnétique grand M fois le volume. Alors, au passage, dans la mesure où l'aimantation est uniforme, ça veut dire qu'il n'y a pas de JV, parce que rotationnel de M est égal à 0. D'accord? Donc, à l'intérieur de la sphère ici, disons, les courants ampériens équivalents ne circulent que sur la surface, pas dans le volume. À l'extérieur de cette sphère aimantée, on voit un moment magnétique qui est 4/3 de pi A3, en appelant petit a le rayon de cette sphère, fois grand M, l'induction. Et du coup, quand on est à l'intérieur, l'induction que l'on voit, c'est celle qui est créée par un moment magnétique petit m. Et là, j'ai reproduit ici l'expression que l'on avait vue, disons même à la limite, donc au début de notre cours sur les milieux aimantés, et qui vous donne l'induction en un point petit m, grand M, un point P, pour éviter les confusions de notation, un point P à l'extérieur de la sphère, et donc petit r, c'est la distance entre le centre de la sphère et le point P en question. Et donc c'est donné par cette expression. Du point de vue de H, d'accord, comme tout à l'heure, ce que l'on peut affirmer, c'est que H, eh bien, il est donné par B moins mu0m, le tout divisé par mu0.
Quand on est à l'extérieur de la sphère, grand M est égal à 0. Et donc, H, c'est tout simplement B divisé par mu0. Donc, ligne de E que l'on voit là, c'est aussi ligne de H, parce que mu0 est facteur constant et ça ne modifie pas la tangente aux lignes de champ, qu'il soit champ magnétique pour H ou induction magnétique pour B. À l'intérieur, par contre, eh bien, on constate que H intérieur, le champ magnétique intérieur, il est donné par l'induction magnétique intérieure moins mu0m, c'est-à-dire que H est égal en fait à 2/3 de mu0m moins m, le tout divisé par mu0. D'accord? Donc, en fait, ça veut dire que grand H, c'est moins 1/3 de m à l'intérieur. Donc, les lignes de H sont dans le sens contraire des lignes de B. Là encore, même phénomène. D'accord? Voilà. Alors, bon, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Non, ça va. Bon, donc ensuite, allons un cran plus loin. Ici, nous avons donc deux aimants caractérisés par leur moment magnétique total petit m. D'accord? Donc, on imagine qu'on a l'aimant numéro 1. Donc, dans son ensemble, il donne naissance à un moment magnétique petit m. L'aimant numéro 2, même chose, petit m. Et ces moments petit m sont parallèles l'un à l'autre et dans le prolongement l'un de l'autre, comme montré ici sur le transparent. Et on se pose la question, quel est le type de force ou quel est le type d'interaction qu'ont ces deux moments l'un par rapport à l'autre? Alors, on utilise exactement la démarche précédente, c'est-à-dire on dit, mais le milieu aimanté, le petit dipôle magnétique, c'est équivalent à un solénoïde. Le solénoïde lui-même, il est équivalent à une spire, d'accord, parcourue par un courant. Si le moment petit m est comme ceci, la spire est parcourue par un courant qui circule dans le sens trigonométrique. Reprenez le début quand on a fait les rappels de magnétostatique et on a dit une spire parcourue par un courant, c'est équivalent à un moment magnétique grand I fois S, l'air de la spire. Donc on a une espèce de dictionnaire de correspondance. Le moment magnétique, d'accord, l'aimant, c'est équivalent à un solénoïde, comme on l'a dit précédemment, et le solénoïde lui-même est équivalent à une spire. Voilà. De la même manière pour le numéro 2, donc on a ça, c'est exactement le même. Les deux spires sont parallèles, tout simplement parce que les moments magnétiques petit m, disons qui correspondent à chacune de ces deux spires, sont perpendiculaires au à UX plan des spires, et les deux spires étant parallèles, ben évidemment les deux moments magnétiques seront parallèles et dans le prolongement l'un de l'autre si on a ça. Voilà. Or, si on repart encore un cran en arrière, je vous avais montré qu'une spire parcourue par un courant, ça n'est rien d'autre qu'un fil rectiligne parcouru par un courant I que infini, mais que l'on replie sur lui-même. Donc ça veut dire que si je déplie cette spire, j'ai un fil infini parcouru par un courant qui circule dans le même sens, bien évidemment, que la spire, donc c'est comme ça. Et pour l'autre, exactement pareil. Or, deux courants de même sens, en magnétostatique, ça s'attire. Donc ça veut dire que les deux spires s'attirent, et donc ça veut dire que les deux moments s'attirent. Donc, deux moments magnétiques parallèles l'un à l'autre, dans le prolongement l'un de l'autre, vont s'attirer. Ok, alors on peut, j'allais dire, aller quand même d'une manière un petit peu plus quantitative par rapport à ça. C'est-à-dire, on peut revenir aux considérations d'énergie, et on avait dit que quand on a un moment magnétique petit m placé dans un champ magnétique, dans une induction magnétique B, disons appelons-la B1, on va voir pourquoi, eh bien l'énergie potentielle de cet aimant dans l'induction magnétique B1 est donnée par moins le produit scalaire moins m scalaire B1.
la force qui s'exerce sur cet aimant, elle est donnée par F égale moins le gradient de l'énergie potentielle. Si tout est constant, c'est-à-dire si M est constant et B1 est constant, il n'y a pas de force. Mais par contre, il y aura bien un couple gamma qui lui est donné par le produit vectoriel M vectoriel B1 et qui indique que la position d'équilibre, celle pour laquelle il n'y a pas de couple, correspond à M parallèle à B1 ou antiparallèle à B1, mais la stabilité d'un aimant dans un champ B1, c'est que M et B1 sont parallèles. Et l'exemple, rappelez-vous, c'était la boussole qui indiquait le nord géographique. Très bien, alors essayons maintenant de voir ce que nous dit cela. D'accord ? Donc je vais reprendre l'exemple des deux aimants que j'avais là, des deux moments magnétiques, pour voir si effectivement la force qui s'exerce entre les deux est bien une force attractive comme je l'avais dit, comme on l'avait dit. Alors, très bien, donc ce que j'appelle j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Est-ce que j'ai retrouvé? Il y a eu une interruption. Bon, donc je vais... alors... Ah oui, oui, ça a bugué, mais c'est bon. D'accord, ok, super. Très bien. Donc, pas d'inquiétude, je reviens sur le partage. Bougez pas. On va faire ça vite fait. Voilà. C'est pas mal, on improvise. Je veux dire... alors, voilà, j'y suis presque. Ok. Et maintenant, je le mets sur le bord. On y est. D'accord. Donc, je reprends. Pardon, que s'est-il passé? Là. Donc, je reprends mes deux aimants qui sont parallèles l'un à l'autre et dans le prolongement l'un de l'autre. On a deux personnes de plus qui veulent nous rejoindre. Bon. Là. Ici. Donc, B1, c'est-à-dire ce qui crée l'induction magnétique B1, je suppose que c'est l'aimant qui est là, le premier aimant, que j'appelle 1. L'induction magnétique qu'il crée en tout point de l'espace, cet aimant M, eh bien, rappelez-vous, c'était donné par mu0 petit m, l'intensité de cet aimant, divisé par 4pi R3, je vais dire ce que c'est, facteur de 2 cosinus θ ER plus sinus θ Eθ. Alors, je prends un point P, d'accord, qui est quelconque dans l'espace. O, le centre de cet aimant. OP, c'est petit r. Θ, c'est l'angle que font les vecteurs OP et M. Voilà. Donc, on a cette expression. Donc, voilà B1. Et donc, l'aimant numéro 2, petit m, est soumis à l'induction B1 de ce premier aimant numéro 1. Alors, bon, B1, je l'écris, au point P, qui n'est rien d'autre que le centre, dans ce cas-là, de l'aimant numéro 2, de cet aimant qui est là, eh bien, c'est donné. Regardez ici, tout ce qu'il suffit de faire, c'est petit r, c'est la distance entre O, le milieu du premier aimant, et P, le milieu du deuxième aimant. Et évidemment, dans ce cas-là, θ est égal à 0. Okay, et dans ces conditions, là, 2 cosinus θ, ça fait 2. Et sinus θ, ça fait 0. 2 ici, 4 au dénominateur. Donc, ça veut dire que B1, c'est mu0m sur 2πr3 ER. Mais ER, c'est simplement le vecteur unitaire de l'axe OP qui joint le premier aimant au second. L'énergie potentielle, c'est moins petit m B1. Et donc, c'est moins mu0 m carré sur 2πr3. La force, c'est moins le gradient de l'énergie potentielle. Donc, moins l'énergie potentielle, c'est plus mu0 m carré sur 2πr3. Et le gradient, c'est-à-dire la dérivée par rapport à R de ceci, c'est moins 3 sur R4. Voilà. Et donc, la force que l'on a, eh bien, elle est dirigée de l'aimant numéro 2 vers l'aimant numéro 1.
Voilà, donc, donc voilà le F, la force qui s'exerce sur l'aimant numéro 2 du fait de l'aimant numéro 1. Et vous voyez que c'est, comme elle est négative ici, cette force, elle pointe de l'aimant numéro 2 vers l'aimant numéro 1. Donc elle est bien attractive comme indiqué précédemment par l'argument qualitatif. Voilà, alors maintenant, disons du point de vue, du point de vue de ces milieux aimantés, comme je vous ai dit, on a affaire à des aimants permanents, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas besoin d'une induction extérieure pour créer ce grand thème dont on a parlé jusqu'à présent. Et ça, c'est exactement la contrepartie de ce qu'on avait étudié lorsqu'on avait parlé des milieux diélectriques qui ont une polarisation permanente grand P. Et ce que l'on avait dit, c'est que quand il y a une polarisation permanente grand P, l'intensité de cette polarisation ne dépend absolument pas de l'intensité de ce qui le crée, c'est-à-dire de l'induction, disons d'un champ électrique extérieur pour ce qui est de la polarisation. Et donc, si on revient au cas magnétique, ça veut dire que ici, il n'y a pas besoin d'une induction extérieure B0 pour avoir ces moments magnétiques, disons, dans le milieu aimant permanent. Et donc, ça veut dire que, en d'autres termes, l'aimantation grand M n'est absolument pas proportionnelle à un champ, une induction, disons, B0 extérieure qui pourrait exister. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce que l'on avait dit pour les milieux polarisés. Mais en fait, si on prend un aimant, même l'aimant d'un réfrigérateur, eh bien, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, cet aimant, il n'est plus du tout aimanté. Et la question, c'est pourquoi? La réponse, c'est exactement la même que celle qu'on avait donnée dans le cas d'un milieu ferroélectrique, qui a une polarisation permanente. On avait dit la raison, c'est qu'en fait, le matériau, donc voilà notre aimant, eh bien, il a un grand M dont l'intensité n'est pas zéro, donc il a un grand M permanent, une aimantation permanente, mais spontanément, il va tendre à se subdiviser en domaines. Donc ici, on voit les domaines, d'accord, du milieu aimanté, on les voit. Donc ça, c'est une vraie image réelle. Et ce qui se passe, c'est que, regardez, si je regarde ce domaine qui est là, l'aimantation grand M, elle est comme ça, mais dans ce domaine, elle est opposée. Donc la somme des deux donne 0. Ici et là, c'est pareil. Bref, peut-être que plus que 2 à 2, mais au total, si on regarde dans tout le volume et qu'on ajoute ces vecteurs pour obtenir le petit m de l'ensemble du matériau, eh bien, on constate que ça va donner 0. Donc en fait, d'accord, un milieu qui est aimanté, qui est un aimant permanent, il possède un grand M qui n'est pas 0. Ce grand M ne dépend pas de l'intensité d'une induction magnétique extérieure appliquée, pas du tout, sauf que, spontanément, ce matériau, il est subdivisé en domaines de telle sorte que la somme des grands M des domaines donne 0 en résultant. Et à ce moment, si on applique maintenant une induction extérieure, que se passera-t-il? Eh bien, on va avoir ça. C'est-à-dire qu'il existe pour chacun des domaines un petit m qui va réagir à l'induction appliquée, donner un couple, et ce couple va tendre à aligner tous ces moments ici sur la direction de l'induction extérieure appliquée. Donc, si on applique une induction magnétique extérieure, elle aligne ces moments, mais elle ne change pas leur intensité. Alors, voilà la petite animation qui montre ça. On va appliquer une induction B, donc dirigée vers le bas, extérieur. Donc. Alors là, c'est écrit champ magnétique, mais c'est une mauvaise appellation. C'est induction magnétique externe dirigée vers le bas. Et que se passe-t-il? Eh bien, on voit les domaines qui sont parallèles à l'induction qui commence à
envahir tout l'échantillon. Ça veut dire que tous ces vecteurs qui sont là s'orientent parallèlement à l'induction extérieure et à la fin, on est monodomaine. Il n'y a plus. Cette séquence, elle est schématisée ici. Rappelez-vous, si vous revenez au milieu diélectrique et pour les milieux ferroélectriques, eh bien, j'ai représenté de manière schématisée 4 domaines pour un aimant qui a la forme de ce parallélépipède ici. Quand l'induction extérieure est 0, ben, on est cassé en domaine. Voilà. Quand B est comme ceci, eh bien, le domaine qui a l'aimantation parallèle à la direction de B, c'est lui qui va grandir au profit des autres. Donc celui-là, c'est très défavorable puisque B et M sont opposés l'un à l'autre. Ici et là, eh bien, B est perpendiculaire, mais le couple gamma égale petit m vectoriel B va tendre en fait à aligner ces moments sur la direction de B. Et à la fin, eh bien, voici ce que l'on a. D'accord, on est devenu monodomaine. Voilà, alors ça donne naissance à ce qu'on avait appelé la courbe, disons, de première polarisation dans le cas du ferroélectrique, mais qu'on appellera évidemment, logiquement, la courbe de première aimantation dans le cas du milieu ferromagnétique. Donc on part d'une situation dans laquelle le champ magnétique, H, est égal à 0 initialement, et on a avec Netflix, Noémie, là un milieu magnétique. Non, mais tu t'es connecté avec quoi? Alors là, attendez que je votre micro, donc si vous avez une question posée, mais sinon... T'as acheté Netflix, hein? Bon, donc je continue. À l'instant. S'il vous plaît, coupez votre micro, parce que sinon... Tu te fous de moi? Je t'ai pas dit pour acheter un compte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Donc, la courbe de première aimantation, c'est la situation dans laquelle, au début, il n'y a pas de champ magnétique grand H appliqué, et à l'échelle de tout le matériau, on est dans cette situation. On est dans cette situation, c'est-à-dire que l'aimantation de tout ce matériau est égale à 0, c'est-à-dire que ce matériau, il est comme si son grand M était égal à micro comme adresse mail. S'il vous plaît, pas de micro, coupez le micro. D'accord? Conversation par chat si vous voulez, mais pas de micro. Donc, très bien. Ensuite, H. Mais il n'y a pas eu marqué un truc où ça disait que tu devais payer? S'il vous plaît, coupez votre micro. Quelle dernière fois? Donc, si on augmente grand H, eh bien, l'aimantation, grand M, elle monte jusqu'au moment où grand H a atteint une valeur telle que le grand M... Malade! Le grand... Punaise. Donc, on a atteint l'aimantation maximum de saturation que l'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on est exactement comme ça, dans cette situation-là. Tout le matériau a l'aimantation qu'il peut avoir, et comme j'ai dit, ni H ni B ne peuvent changer la taille de ce moment petit m. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est orienter les moments, mais l'intensité qui est là ne dépend pas. Mais en plus, je l'ai fait sur mon argent, quoi. Ça se fait pas trop. Oui. Si, c'est ma carte 977. C'est pas ma carte 9770? S'il vous plaît, silence. Oh! Celle de maman? Okay, manifestement, il y a quelqu'un qui n'entend pas, sûr? et qui gêne tout le monde. Oui, mais qui est-ce? Comment on résilie du coup? Pour pas que ça refasse tous les mois, mais sinon... S'il vous plaît, terminez.
D'accord? Quittez. Ne faites pas suer tout le monde. D'accord? Donc, ici, l'aimantation maximale, elle atteint la valeur de saturation. Et ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on revient à partir de la valeur maximale en diminuant jusqu'au 15 avril. H, eh bien, l'aimantation, grand M, quand H est revenu à la valeur 0, ne revient pas à la valeur 0, mais elle atteint la valeur qu'on avait appelée rémanente. Et cette valeur rémanente, MR, ici, eh bien, elle est telle qu'elle existe, même si H est égal à 0. Ensuite, il faut appliquer un H, un champ magnétique extérieur négatif, pour pouvoir annuler l'aimantation du milieu au champ coercitif, moins HC. Si on continue à rendre négatif le grand H, c'est-à-dire de plus en plus négatif, on va atteindre la valeur de saturation moins MS, ici, moins MS. Et puis, quand le grand H, on le réaugmente, c'est-à-dire les valeurs deviennent de moins en moins négatives, eh bien, en fait, à la fin, on atteint le moins MR, la valeur rémanente correspondant à la courbe décrite dans ce sens-là, qui est égale en valeur absolue au plus MR qu'on avait initialement. Et puis, si on continue à augmenter H, eh bien, on repasse la séquence, champ coercitif, l'aimantation rémanente devient 0, puis à nouveau, on atteint la valeur de saturation. Ceci s'appelle ce qu'on appelle le cycle d'hystérésis. Voilà, et alors, comme il est dit ici, vous voyez que la valeur de ce grand M est indépendante du champ magnétique, de l'intensité du champ magnétique qui est appliqué. La seule chose qui se passe quand on décrit ce cycle d'hystérésis, c'est qu'on déplace les domaines dans le système, et c'est ça qui fait varier l'intensité de ce grand M, de cette aimantation. Et ce principe, il est utilisé en fait dans les mémoires des disques durs d'ordinateurs, plus pour très longtemps, mais encore pour l'instant, et on reverra ça quand on va parler d'application. Alors ça, je dirais, ce qu'on a dit jusqu'à présent, eh bien, ça concernait une aimantation qui était une aimantation permanente. La question, c'est que se passe-t-il? C'est-à-dire, est-ce que tous les matériaux ne sont pas des aimants permanents? Et donc, est-ce qu'il existe des matériaux qui ne sont pas des aimants permanents, mais qui ont la possibilité d'acquérir un grand M, une aimantation, lorsque on applique un champ magnétique H0 qui est non nul? Et évidemment, dans ce cas-là, si c'est le cas, on appelle ça de l'aimantation induite. Okay. Et là, il y a deux catégories de corps qui ont cette propriété, c'est-à-dire qui spontanément ne sont pas des aimants permanents, mais qui, sous l'action d'un champ magnétique H, peuvent acquérir un grand M non nul. Et ces deux catégories de corps, c'est ce qu'on appelle les corps diamagnétiques, d'une part, et paramagnétiques de l'autre. D'accord? Alors, dans ces cas-là, pour ces types de situations, pour lesquelles spontanément grand M est égal à 0, mais quand on applique H, grand M devient non nul, eh bien, il existe une sous-catégorie, disons, sympathique, qui est exactement la contrepartie de ce qu'on avait dit pour les milieux diélectriques, qui acquièrent une polarisation grand P sous l'action d'un champ électrique grand E, et pour les milieux diélectriques, on avait dit que grand P, pour les milieux linéaires homogènes isotropes, c'était epsilon 0 fois la susceptibilité électrique fois le champ électrique grand E, le champ de Maxwell. Et bien de la même manière, pour les milieux magnétiques qui ne sont pas des aimants permanents, mais qui sont linéaires, homogènes et isotropes, eh bien, l'aimantation grand M est proportionnelle au champ magnétique grand H
de la forme grand M égale susceptibilité magnétique qui, indice M, fois grand H. À noter la chose suivante, on a un milieu, d'accord, un milieu quelconque qui, a priori, n'est pas aimanté de façon permanente. On applique un champ H0 extérieur, un champ magnétique extérieur, et on constate, sous certaines conditions, qu'on peut avoir une aimantation à l'intérieur du matériau qui est donnée par grand M égale qui, indice M, fois grand H. Je n'ai pas dit H0, j'ai dit grand H. Pourquoi? Parce que le grand H qui est là, c'est le champ magnétique à l'intérieur du matériau. Et ce champ magnétique n'est a priori pas égal à H0. Et on va voir pourquoi il ne l'est pas. Donc, mais c'est exactement l'équivalent du champ de Maxwell qu'on avait dans les milieux diélectriques. Ici, on a un H qui est légèrement différent de H0. D'accord? Alors, je n'ai pas dit ce qui était diamagnétique et paramagnétique, mais on va le définir. Eh bien, un corps diamagnétique, il est caractérisé par une valeur de Qm qui est négative. Et dans les applications, on comprendra, en fait, dans le chapitre prochain d'ailleurs, on ne comprend pas les applications, mais le chapitre prochain, on comprendra pourquoi ce Qm est négatif pour la très grande majorité de ces matériaux qui n'ont pas une aimantation permanente, mais qui l'acquièrent quand on exerce un champ magnétique H0 extérieur. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la valeur de ce Qm, elle est entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 9. C'est-à-dire elle est très, 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 très faible. Pour les corps dits paramagnétiques, ce Qm, qui est là, il est lui positif, mais il est quand même petit, puisqu'on voit que dans le meilleur des cas, il vaut 10 puissance moins 3. Mais généralement, il est aussi de l'ordre de 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5. Et à l'extrême, il vaut 10 moins 3, mais c'est quand même très petit et il est positif. Donc c'est ce qui différencie les corps appelés diamagnétiques des corps dits paramagnétiques. Alors ça, je vais sauter, mais vous aurez les transparents avec les valeurs qui, j'allais dire, correspondent à ce que je viens de vous raconter. Alors, bien évidemment, ok, très bien, quelle est la conséquence de cette aimantation, induite? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait sur le matériau et quelle est la conséquence du fait que, quel que soit le cas de figure, diamagnétisme ou paramagnétisme, le module de cette susceptibilité magnétique est très, 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 très petite devant 1. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ce que ça fait, là j'anticipe sur ce qu'on va dire, c'est que en pratique, grand H, il va être égal à H0. En d'autres termes, contrairement aux milieux diélectriques, pour lesquels on peut avoir une susceptibilité électrique qui peut être très grande, pour les milieux magnétiques avec une aimantation induite, pas une aimantation permanente, mais induite, ce terme-là est tellement petit que, en fait, on pourra considérer avec une bonne approximation que H est égal à H0. Alors, c'est un peu résumé là-dedans. Regardez, milieu linéaire homogène isotrope, c'est ce qu'on a dit, et qu'il soit diamagnétique ou paramagnétique, par définition, B est égal à mu0 facteur de H plus M, d'accord? Donc ça, c'est la définition. Et si le milieu eh bien, possède une aimantation induite, grand M égale Qm fois H, eh bien, je remplace ce grand M par Qm fois H là-dedans, dans cette expression, et je constate que B est égal à mu fois grand H. Mu est la perméabilité absolue, ce que l'on appelle. Le mu0, donc le mu, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mu0, mu r fois grand H. Mu r, c'est ce qu'on appelle la perméabilité relative, de la même manière qu'on avait appelé epsilon r
la permittivité relative au milieu. Mu R, c'est la perméabilité relative. Et si on remplace M par qui M fois H là-dedans, on constate que du coup, ça amène à définir le mu R comme étant 1 plus qui M. Qui M, dans le meilleur des cas, il sera de l'ordre de 10-3. C'est-à-dire que mu R est de l'ordre de 1. Donc ça veut dire que ici, là, vous avez B qui est mu 0H. Mais quasiment. Mais mu 0H, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le milieu, avec une aimantation induite, c'est comme si vous aviez le vide, puisque dans le vide, on a B égale mu 0H. Ça veut dire que le H qui est là, c'est quasiment le H0. Voilà. Donc en fait, quand on a une aimantation qui est induite, eh bien, essentiellement, les manifestations de l'aimantation sont très faibles. D'accord? Et la seule différence par rapport au cas, j'allais dire, de la polarisation électrique, c'est qu'ici, il y a deux catégories de corps, ceux pour lesquels le QM est négatif et ceux pour lesquels le QM est positif. Donc, négatif, c'est diamagnétique et positif, c'est paramagnétique. Voilà, alors, en fait, on va voir que même si effectivement, l'aimantation induite donne des manifestations très faibles, pour la raison que j'ai indiquée dans le transparent précédent, c'est-à-dire le fait que QM est tout petit, c'est-à-dire que tout se passe comme si ce milieu possède une aimantation induite par la présence d'un H0 extérieur, eh bien, en fait, tout se passe comme si c'était en réalité le vide, c'est-à-dire comme s'il n'y avait même pas d'aimantation dans un tel milieu, mais on va voir quand même qu'on peut mettre en évidence des manifestations de cette aimantation induite. Alors, pour le voir, eh bien, on va partir de l'expression de l'énergie potentielle que je vous avais donnée il y a quelques transparents de cela. Donc, je reviens en arrière. Ici, il y a quelques transparents. Ici, d'accord? L'énergie potentielle d'un aimant petit m dans une induction magnétique B, enfin B1 ici, c'est moins m scalaire B1. Bon, donc revenons là. Ici, voilà. Donc EP égale moins MB. Donc petit m, l'aimantation induite de notre milieu par la présence sous-entendue d'un H0 extérieur. Donc notre aimant induit, il est sous l'influence d'une induction, c'est-à-dire à cause de ce H0 extérieur, on voit que le matériau il est soumis à une induction magnétique que j'appelle B, à l'intérieur du matériau. Et comme j'ai dit, B n'est pas très loin de B0, de la même manière que H à l'intérieur du matériau n'est pas très loin de H0. Donc on a ça. Si on change un tout petit peu le H0, on va changer un tout petit peu le H et on va changer un tout petit peu le B. Ça veut dire que B, il va se transformer en B plus un petit quelque chose de plus, delta B. Et dans ces conditions, il y a une variation de l'énergie potentielle, delta de EP, qui va être égale à moins petit m, le moment de ce milieu avec une aimantation induite, fois delta P. Okay. Le matériau étant aimanté, je précise, de façon induite, son DM, le DM qui est là, c'est-à-dire dans chaque élément de volume dV de mon matériau, il va y avoir un petit moment magnétique élémentaire dm qui correspondra à l'aimantation grand M induite, grand M, et ce dm est donné par grand M dV. Très bien. Donc ça veut dire que la variation d'énergie potentielle delta EP du petit élément de volume dV qui est là, d'accord, c'est précisément le dm fois delta de B. Ça, c'est pour l'ensemble du matériau, mais pour un petit élément de volume du matériau, ce changement de B en B plus delta B a causé, pour l'élément de volume dV, une variation dans le volume dV de l'énergie potentielle D de delta de EP qui est donnée par moins grand M dV,
c'est-à-dire le dm, fois delta de B. Grand M, c'est qui m fois grand H. Et comme j'ai dit, si qui m est très petit devant A, ce qui est toujours le cas pour les milieux magnétiques ou paramagnétiques, ça veut dire que H, c'est rien d'autre que B sur mu0. Et B lui-même, c'est rien d'autre que B0 sur mu0 et H que H0. D'accord. Et dans ce cas-là, si je remplace H par B sur mu0 et si je remplace M par qui m fois H, eh bien, je constate que la variation d'énergie potentielle pour l'ensemble du matériau, sachant que grand M est uniforme, c'était mon hypothèse, eh bien, c'est delta de EP égale moins qui m fois grand V fois B delta de B sur mu0. C'est-à-dire que ici, grand M, c'est qui m fois B sur mu0, d'accord, qui m fois B sur mu0, ça c'est le grand M. Delta de B, c'est delta de B, moins c'est moins, et V, c'est le volume du matériau, parce que ici, vous voyez que si grand M est constant, eh ben, je peux intégrer sur tout le volume du matériau, et le dV va donner lieu à un V, au volume total du matériau. Alors, les conséquences de ça sont doubles, et là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, parce que en fait, ça sera fait en TD. Ça va faire l'objet de TD. Mais, comme je vous ai dit, même si qui m est tout petit, ce qui est le cas, c'est-à-dire, c'est, on va dire, raisonnablement pour des matériaux solides, c'est entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 3, avec possiblement un signe moins si c'est diamagnétique et plus si c'est paramagnétique, eh bien, si on fait varier B de delta de B, il y aura une variation d'énergie potentielle sur l'ensemble de l'échantillon qui sera donnée par cette expression qui est celle que j'avais établie au transparent précédent. Et la question, c'est est-ce qu'on peut voir l'effet de cela, de cette variation d'énergie potentielle? Alors, rappelez-vous, le principe, je vais dire, connu, commun, c'est que, je reviens un peu en arrière, là, ici, on a, j'allais dire, on a un système caractérisé par une énergie potentielle. Pour savoir quel est l'état d'équilibre de ce système, eh bien, on veut minimiser l'énergie potentielle. Donc là, ici, compte tenu de l'expression qu'on avait établie, EP égale moins M scalaire B1, on voit que, en imaginant que petit m et B1 sont constants, eh bien, on voit que ça veut dire que M va être parallèle à B1, de telle sorte que EP sera moins M fois B1, sera la plus petite possible. Donc, l'objectif, si on examine un état d'équilibre du système, l'objectif, c'est de minimiser l'énergie potentielle. Très bien, donc je reviens ici. Et donc, si on fait varier le champ magnétique de dB, l'objectif, ce sera que ce D de EP, la variation d'énergie potentielle du système, eh bien, elle soit négative, c'est-à-dire que vous tendiez à diminuer l'énergie potentielle globale de votre système. D'accord? Alors maintenant, prenons le cas d'un milieu qui est diamagnétique. Ah, mais son qui m, même s'il est petit, il est négatif. Et donc, on constate que moins qui m est positif. Et donc, minimiser l'énergie potentielle, c'est-à-dire que ce D de EP soit, j'allais dire, le plus petit possible, que l'on essaye d'abaisser l'énergie potentielle, mais on ne pourra pas l'abaisser parce que là, ce terme-là, si qui m est négatif, il est toujours positif. Donc la question, c'est alors, est-ce qu'on peut quand même avoir l'énergie potentielle la plus petite possible? Eh bien, la réponse, c'est oui, parce que ce terme-là, ce V, on peut peut-être se débrouiller pour le rendre le plus petit possible, c'est-à-dire faire une transformation qui diminue ce V. Alors vous me direz, mais comment est-ce possible? J'ai un matériau dont le volume est donné, donc comment est-ce que je peux minimiser? Eh bien, regardez cette expérience
qui est là. On a l'entrefer d'un aimant. Entre les pôles de cet aimant, il y a une induction magnétique B qui est créée, donc un champ magnétique H0 qui est créé. Et initialement, ce matériau, vous voyez, c'est un petit cylindre et je suppose que son axe est parallèle à l'axe des pôles. Et au début, eh bien, j'applique pas, c'est-à-dire cet aimant-là, l'entrefer de cet aimant, je suppose que l'induction est égale à 0 entre les pôles. Et puis je branche le courant et là, boum, il y a un B0 qui naît. Que se passe-t-il? Eh bien, ce petit cylindre qui est là, il va pivoter de 90 degrés, s'il le peut, d'accord? Et quel est l'effet de ce pivotement de 90 degrés? Eh bien, l'effet, c'est que l'induction entre les pôles de cet aimant, qui est très localisée dans cette région que j'entoure avec la souris de mon ordinateur, eh bien, vous constatez qu'au lieu de concerner tout le cylindre, elle ne concerne plus que cette petite partie qui est là. Et donc, en fait, en pivotant de 90 degrés, le petit barreau diamagnétique, eh bien, il a diminué au mieux de ce qu'il pouvait la valeur de V. Donc, en fait, l'énergie potentielle que vous avez pour votre système, vous vous êtes débrouillé pour la minimiser en donnant enfin, c'est pas vous qui faites pivoter de 90 degrés le barreau de bismuth, le barreau diamagnétique, du matériau diamagnétique, c'est lui qui spontanément fait cette rotation pour minimiser son énergie potentielle. Inversement, si Qm est positif, K d'un milieu paramagnétique, bien vous voyez que toute variation de cette expression eh bien, va donner naissance à un abaissement de l'énergie potentielle, parce que là, le signe sera un signe moins, et donc, j'allais dire, le système, il est heureux. Eh bien, si ce terme-là est aussi grand que possible. Et là, donc, vous prenez un système qui est du chlorure de fer, le même petit cylindre, mais au lieu d'être un matériau diamagnétique, c'est cette fois un milieu qui est paramagnétique. Et ce que vous constatez, c'est que si initialement, votre petit cylindre qui contenait du chlorure ferrique, donc qui a un Qm aussi grand que possible de 10-3, vous constatez que spontanément, ploup, le cylindre va tourner, va pivoter de 90 degrés pour se mettre dans l'axe de l'entrefer de l'aimant, c'est-à-dire là où l'intensité de B est la plus grande possible, de telle sorte que le volume de ce matériau dans l'induction magnétique soit aussi grand que possible et que du coup, ce terme, globalement, soit aussi négatif que possible, donc vous aurez à baisser votre énergie potentielle. Voilà, alors ici, ce que j'ai représenté là, ce que vous venez de voir apparaître, c'est simplement la carte de l'induction magnétique entre les pôles, disons, de l'aimant. Donc ça veut dire que quand vous êtes ici, l'induction magnétique, elle est super grande, mais très vite, quand vous vous écartez de cet endroit-là, l'intensité de B s'écoule, ce qui veut dire que l'induction magnétique B créée par, disons, ces deux pôles de l'aimant, elle est très concentrée dans cette région, ce qui fait que l'effet qui est ici, il est maximal, et c'est pour ça que le pivotement que l'on observe, soit partant d'une situation comme celle-ci pour aboutir à celle-ci dans le cas d'un milieu diamagnétique, soit partant de celle-là pour aboutir à celle-là dans le cas d'un milieu paramagnétique, cet effet-là est très particulièrement visible. Deuxième expérience, qui d'ailleurs sera également traitée dans le cadre d'un TD, enfin du TD5, eh bien, c'est ce qu'on appelle le tube de Planck, et ce qui consiste en la chose suivante, eh bien, vous avez donc un vase qui contient du chlorure de fer, chlorure ferrique, là,
Et vous voyez que ce vase, il est réuni, enfin, il est, comment dire, il est connecté par un tube en U, comme ceci, là, voilà. Donc là, il y a un capillaire qui est montant, et d'accord, donc initialement, donc là, il y a l'entrefer de l'aimant, le même type d'entrefer qu'on avait précédemment, ici, là, ici. Et au début, initialement, eh bien, pas d'induction magnétique appliquée, c'est-à-dire le courant n'est pas mis, et de ce fait, cet électroaimant ne va pas appliquer d'induction magnétique dans cette région qui est là, au début. Très bien. Alors que se passe-t-il? Les lois de l'hydrostatique vous disent qu'il faut qu'il y ait équilibre de pression entre ce vase qui est là et le capillaire qui est là, de ce côté-là, parce que la pression au-dessus, c'est la pression atmosphérique, c'est la même des deux côtés. Et dans ces conditions, très bien, donc ça veut dire que les deux niveaux, ici, dans le capillaire, aussi bien que dans le vase, sont à la même hauteur. Très bien. Et maintenant, pour l'électroaimant, on branche le courant, et donc ça veut dire qu'il y a une induction magnétique B0 qui est appliquée et qui est forte dans cette région. Et que se passe-t-il? Eh bien, on voit que le liquide chlorure ferrique monte dans le capillaire. D'accord? Il monte dans le capillaire. Pourquoi? Eh bien, pour exactement la même raison que j'ai indiquée à l'expérience précédente, pour minimiser l'énergie potentielle, compte tenu du fait que ce milieu est paramagnétique, c'est-à-dire son kiem est positif, eh bien, ce qu'il veut, c'est avoir une énergie potentielle aussi basse que possible. Comme il y a un signe moins ici, ça veut dire que le V qui est là, on va essayer de le rendre aussi grand que possible. Au début, avant qu'on ne branche l'électroaimant, le V était égal à 0. Puis de toute façon, il n'y avait pas d'induction magnétique non plus. Mais dès que on branche l'électroaimant, il y a un B, d'accord? Le dB, comme j'ai dit, lui, il est caractérisé par la variation rapide de l'intensité de l'induction magnétique par rapport à ce point médian, là. Et du coup, pour minimiser l'énergie potentielle, c'est maximiser le V. Et donc, ça veut dire que le liquide qui est là, dans le capillaire, il va monter, d'accord, dans la colonne, ici, jusqu'au point A. Et donc, la question, c'est, il monte, mais alors, est-ce que ça s'arrête ou pas? Et la réponse, c'est oui, bien sûr que ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que pouvez-vous dire? En A, au point A, la pression que vous avez, c'est la même que la pression ici dans le vase, parce que c'est la pression atmosphérique. La pression qui est là, dans ce petit élément de volume qui est monté, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le poids de la colonne qui est montée fois l'air de ce petit capillaire. Donc, c'est P pression fois R égale force. Et donc, ceci ici, là, c'est tout simplement, on va dire, la force correspondant. Donc, vous avez d'une part la force qui est associée au poids de cette colonne, et cette force, elle est descendante, elle est dirigée vers moins Z, mais de l'autre côté, vous avez la force ascendante qui correspond au fait que, pour minimiser l'énergie potentielle, le système veut faire monter le liquide dans le capillaire, et ça veut dire qu'il y a une force qui s'exerce, une force électromagnétique, et cette force, quelle est-elle? Revenons-en en arrière, voilà ce qu'elle est, c'est ça. C'est moins le gradient de l'énergie potentielle magnétique. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe là, ici, c'est que le poids du liquide qui est monté est compensé par la force magnétique
qui est due à cette variation qui est ici de l'énergie potentielle associée à ce volume supplémentaire de liquide qui est monté dans la colonne. Voilà, et donc on verra quantitativement parlant en TD comment écrire cela et comment calculer cette hauteur H. Alors, bon, donc dernier transparent de cette séance qui conclura ce qu'on voulait dire sur les aspects macroscopiques donc des milieux aimantés, puis après on passera aux aspects microscopiques la fois prochaine. C'est donc les équations de Maxwell dans la matière aimantée. Alors, comme j'ai dit, sans hypothèse particulière, on peut écrire ces équations de Maxwell sous la forme suivante. Maintenant, on a toute l'information. Divergence de D égale ρ0. D'accord? Ça, on l'avait vu dans le contexte des milieux diélectriques. D'accord? C'est-à-dire, si on a un milieu qui peut être diélectrique et éventuellement magnétique, eh bien, on écrira divergence de D égale ρ0. Si le milieu n'est pas diélectrique, on dira bah, c'est divergence de E égale ρ0 sur epsilon 0. Rotationnel de E égale moins dB sur dt, ça c'est Maxwell-Faraday, ça c'était Maxwell-Gauss. Divergence de B égale à 0, ça c'est toujours vrai, que le milieu soit diélectrique, qu'il soit aimanté ou pas, mais on a la divergence de l'induction est égale à 0, c'est le flux de B, théorème de Maxwell-Gauss pour l'induction magnétique. Et enfin, la dernière équation de Maxwell, qui est Maxwell-Ampère, qui serait rotationnel de H égale J0, d'accord, c'est ce qu'on a vu dans les transparents du début, là, plus D de D sur dt, qui était ce qu'on avait écrit quand on avait les milieux diélectriques, sauf que à ce moment, ce n'est pas H qu'on avait mis, on avait dit ici B divisé par mu0. Okay, mais là, en présence d'un milieu qui peut être aussi bien diélectrique que magnétique, eh bien, cette équation de Maxwell-Ampère se réécrit, rotationnelle de H égale J0 plus D de D sur dt. Et donc, encadrer ici les 4 équations de Maxwell dans le cas le plus général. Alors quand même, quelques remarques par rapport à ça. Remarque numéro 1, eh bien, c'est le fait que, je vous l'ai dit, disons, dans le dernier cours d'amphi qu'on avait fait, c'est-à-dire la semaine dernière, je vous ai dit que généralement, si un milieu est diélectrique, il n'est pas magnétique, et si un milieu est magnétique, il n'est pas diélectrique. Les deux s'excluent. Alors, on ne peut pas exclure une aimantation induite, d'accord? Donc ça, a priori, la possibilité d'avoir à la fois diélectrique et magnétique est une possibilité, mais en général, sauf certaines catégories de matériaux, je vous avais dit qu'on a découvert dans les quelques dernières années, d'accord, donc qui sont des matériaux qu'on appelle multiféroïques, eh bien, sauf dans ce cas-là, en fait, normalement, on n'a pas les deux. C'est-à-dire, si on a un milieu qui est diélectrique, il n'est pas magnétique et vice-versa. Mais dans le cas le plus général, où on se donne la possibilité d'avoir un milieu qui est simultanément diélectrique et magnétique, on a les deux à la fois. Enfin, si on a des milieux linéaires, homogènes et isotropes, bien sûr, on remplacera D par epsilon, la permittivité du milieu epsilon, qui est égal à epsilon 0 fois epsilon r, fois grand E, E étant le champ de Maxwell, et B, on le remplacera par mu fois grand H. Donc, mu, je rappelle, c'est mu0, la perméabilité du vide, fois mu r, la perméabilité relative, sachant que pour les milieux, j'allais dire, avec aimantation induite, ce mu r, il est pratiquement 1, c'est-à-dire qu'en fait, B, c'est quasiment mu0H. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur les aspects macroscopiques des milieux aimantés.
Donc, j'espère que la première séance, là, sans filet, s'est passée sans trop d'accrocs. Bon, il y a eu quelques petits ajustements qu'il faudra faire pour la prochaine séance, mais dans l'état actuel des choses, comme j'ai dit, on peut interagir par mail, d'une part. D'autre part, il ne faut pas hésiter à intervenir dans le cours de ce que je vous raconte, d'accord ? Et puis, il y a le chat room également qui permet de vous exprimer. Donc, si vous ne voulez pas parler au micro, mais vous pouvez envoyer un petit message, je les reçois en temps réel et tout. Et dernières 2 indications avant de terminer la séance. Donc, premièrement, quand même, on le voit, s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires entre eux, il faut absolument qu'ils coupent leur micro parce que sinon, j'entends tout et ce n'est pas terrible. Bon. Ensuite, je téléchargerai, en espérant que ça a bien enregistré, je téléchargerai l'enregistrement de cette séance sur YouTube et je vous enverrai le lien. Et dernière indication pour vous tous qui êtes là, c'est que, bon, dès que possible, on vous donnera les retours donc, du partiel, mais je dirais que dans l'ensemble, c'était plutôt bon, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà, donc bonne journée. Désolé de cette improvisation, mais je crois qu'on fait au mieux compte tenu des circonstances. Votre santé comme la nôtre sont importants, donc surtout soyez prudents, attentifs. Si vous avez des proches que vous aimez, ne les mettez pas à risque. Surtout, ne les mettez pas à risque. Voilà, et à très bientôt.